Imaginez ceci. Vous vivez dans un vieil immeuble à Philadelphie, et chaque nuit, vous entendez des pleurs venant de l'appartement en face du vôtre, mais cet appartement est vide depuis des mois. C'est ce qui est arrivé à Lena Carter, une infirmière de 29 ans qui vient d'emménager. Elle entend des pas, des sanglots et des bruits sur chaque nuit, et ça commence à la rendre folle. Elle glisse même des notes sous la porte pour offrir de l'aide, mais on les lui renvoie avec aidez-moi écrit à l'encre rouge. Quand elle appelle le propriétaire, il lui dit que l'appartement est verrouillé depuis que le dernier locataire, un homme qui a disparu sans laisser de traces, est parti. La police enquête et ne trouve aucune trace d'effraction, mais découvre un oreiller taché de larmes et des empreintes partout sur le miroir, toutes venant de l'intérieur. Voulez-vous savoir ce qui se passe quand Lena reçoit un message vocal de son propre numéro, avec cette même voix qui pleure? Plongeons dans l'histoire. C'était le 15 octobre 2025, et l'air à Philadelphie portait ce froid vif de l'automne, celui qui vous pousse à resserrer votre veste. Lena Carter venait d'emménager dans un vieil immeuble grinçant sur South Street, une relique de briques de 5 étages avec de la peinture qui s'écaillait et des planchers qui craquaient. L'endroit sentait la poussière et le bois ancien, mais c'était bon marché, et après un long quart de travail à l'hôpital, elle s'en fichait. Son appartement, le 3B, était petit mais douillet, des murs jaunes délavés, un canapé usé, et une fenêtre qui tremblait avec le vent. En face, le 3 était sombre et silencieux, avec une pancarte à louer qui traînait depuis son arrivée il y a 2 semaines. Le propriétaire, M. Hargrove, un vieil homme grognon avec une jambe qui traînait, lui avait dit qu'il était vide, bien verrouillé après le départ du dernier locataire. Mais cette première nuit, quelque chose clochait. Vers 2 heures du matin, Lena se réveilla à un son doux des pleurs, bas et plaintifs, qui traversaient les fines parois depuis le 3A. Elle se redressa dans son lit, le cœur battant, la pièce éclairée seulement par la lumière du réverbère filtrant à travers les stores. « Allô » appela-t-elle, la voix tremblante. Pas de réponse, juste les pleurs, mélangés au bruit étouffé de pas qui faisaient les 100 pas. Elle vérifia le Judas, rien que l'obscurité de l'autre côté. Pensant que c'était son imagination ou peut-être la télé d'un voisin, elle se rendormit. La nuit suivante, ça recommença. Les pleurs étaient plus forts, comme si quelqu'un sanglotait dans un oreiller, avec des coups sourds, comme si quelque chose de lourd frappait le sol. Lena colla son oreille au mur, le plâtre froid lui glaçant la peau. Elle entendit une voix d'homme, rauque et désespérée, marmonnant des mots qu'elle ne comprenait pas. « C'est dingue » murmura-t-elle, prenant son téléphone pour appeler M. Hargrove. Sa messagerie se déclencha, sa voix bourrue annonçant qu'il rappellerait le matin. Elle laissa un message sur les bruits, la voix tremblante, et tenta de dormir, les sons s'estompant avec l'aube. La 3e nuit, Lena ne pouvait plus l'ignorer. Les pleurs commencèrent à 1h30, une plainte continue qui lui noua l'estomac. Elle se leva, enfila ses pantoufles et prit un carnet. « S'il y a quelqu'un là-dedans, je veux aider » pensa-t-elle. Elle griffonna une note. « Salut, je suis Lena du 3B. J'entends vos pleurs. Ça va? Dites-moi comment je peux vous aider. » Elle la plia et la glissa sous la porte du 3A, l'espace juste assez large. Ses mains tremblaient alors qu'elle frappait doucement. Pas de réponse, juste les pleurs qui s'arrêtaient brusquement, laissant un silence inquiétant. Le lendemain matin, elle ouvrit sa porte et trouva la note sous son paillasson. Elle retint son souffle griffonné dessus à l'encre rouge, brouillon et étalé. Il y avait « Aidez-moi ». L'encre semblait humide, comme fraîchement écrite, avec une légère odeur cuivrée, comme du sang. Lena lâcha le papier, le cœur battant. « Mais qu'est-ce qui se passe » marmonna-t-elle, rappelant M. Hargrove. Cette fois, il répondit, la voix ensommeillée. « Lena, il est 7 heures. Quel est le problème ?»« Il y a quelqu'un dans le 3A, dit-elle, la voix aiguë. J'entends des pleurs et des pas chaque nuit. J'ai laissé une note, et elle m'est revenue avec « Aidez-moi » écrit à l'encre rouge. Monsieur Hargrove soupira. Un long son fatigué. C'est impossible. Le 3A est verrouillé depuis que le dernier locataire, un certain Paul Decker, est parti ou n'est pas parti. Il a disparu il y a 6 mois. Personne n'y est entré depuis. Je vais vérifier les serrures et vous rappelle. Lena fit les 100 pas dans son appartement, la note posée sur la table comme un mauvais présage. 1 heure plus tard, Monsieur Hargrove appela. La porte est toujours verrouillée, pas de trace d'effraction. Je fais venir la police pour enquêter. Restez là. Elle hocha la tête, bien qu'il ne puisse pas voir, et attendit, la journée traînant dans un calme inquiet. Ce soir-là, 2 agents arrivèrent, l'agent Diaz, une femme robuste au visage sévère, et l'agent Patel, un jeune homme aux yeux nerveux.
Ils frappèrent à la porte du 3A, la trouvant bien verrouillée, la clé tournant difficilement dans la serrure rouillée. À l'intérieur, l'appartement était sombre, l'air rance et moisi. Les agents balayèrent les lieux avec leurs lampes torchées, meubles couverts de poussière, un canapé affaissé, et un miroir fissuré au mur. Personne n'était là, pas de traces d'effraction, mais quelque chose clochait. Sur le lit gisait un oreiller, sa tête tachée de larmes fraîches, le tissu humide au toucher. Patel passa ses doigts sur le miroir, fronçant les sourcils. Des empreintes, dit-il, tenant un gant couvert de marques. Partout à l'intérieur. Quelqu'un est venu. Diaz secoua la tête. Pas de fenêtre ouverte, pas de porte arrière. Comment sont-ils entrés ou sortis? Ils relevèrent les empreintes, mirent l'oreiller sous scellé et partirent, promettant d'enquêter davantage. Léna les regarda s'éloigner, la peau frémissante. Cette nuit-là, les pleurs recommencèrent, plus désespérés, avec des coups qui faisaient trembler le mur. Elle colla son oreille, entendant cette même voix rauque murmurer « Laissez-moi sortir, s'il vous plaît ». Le lendemain, la police revint sans réponse. Les empreintes ne correspondent à personne dans le système, dit Diaz. Les larmes sur l'oreiller sont récentes, mais pas d'ADN. On dirait que l'endroit est hanté ou quelque chose comme ça. Léna rit nerveusement, mais le mot hanté resta gravé en elle. Elle commença à rechercher Paul Decker en ligne, trouvant d'anciens articles datant de 6 mois. Il avait 35 ans, comptable discret, vu pour la dernière fois quittant son travail le 10 avril 2025. Sa voiture avait été retrouvée abandonnée près de l'immeuble, les clés encore dans le contact, mais pas de traces de lui. Les voisins avaient signalé des pleurs venant du 3A à cette époque, mais ça s'était arrêté après une semaine. L'affaire s'était enlisée. Les nuits de Léna empirèrent. Les pleurs se transformaient parfois en cris, ponctués de palourdes et de bangs qui la faisaient sursauter. Elle laissa d'autres notes, chacune renvoyée avec « Aidez-moi » dans cette encre rouge, l'odeur devenant plus forte. Une nuit, elle entendit des grattements à sa porte, comme des ongles traînant sur le bois. Elle jeta un œil par le judas et vit une ombre bouger devant la porte du 3A, grande et fine, disparaissant avant qu'elle ne puisse bien voir. « Je perds la tête » murmura-t-elle, appelant une amie, Sarah, pour venir. Sarah arriva le lendemain soir, une femme grande au tempérament direct. « Tu n'es pas folle » dit-elle après avoir entendu l'histoire. « Allons vérifier ensemble. » Elles se tinrent devant le 3A, Sarah frappant fort. Les pleurs s'arrêtèrent, remplacés par un grognement bas qui fit geler le sang de Léna. Sarah testa la poignée, elle ne bougeait pas. « Il faut entrer par effraction » dit-elle, mais Léna hésita. Avant qu'elle ne décide, la porte grinça, s'ouvrant d'1 centimètre, révélant l'obscurité à l'intérieur. « Pas possible » souffla Léna, reculant. Sarah poussa la porte plus large avec son pied, les gonds gémissant. L'air s'échappa, froid et aigre, comme quelque chose en décomposition. Leurs lampes torches percèrent l'obscurité, même meubles poussiéreux, même miroir fissuré. Mais maintenant le miroir était barbouillé d'empreintes rouges, fraîches et dégoulinantes. Par terre gisait une photo, fanée et recroquevillée, montrant Paul Decker souriant avec une femme. Ses yeux étaient rayés, de l'encre rouge s'accumulant là où ils auraient dû être. « Qu'est-ce que c'est que cet endroit » murmura Sarah, la voix tremblante. Elles entendirent un coup dans la chambre, et la lampe de Léna capta une silhouette courbée, pâle, se précipitant derrière le chambranle. « Tu as vu ça » haleta-t-elle. Sarah hocha la tête, tirant Léna en arrière. « On rappelle les flics. » Elles se retirèrent dans l'appartement de Léna, verrouillant la porte, le grognement s'estompant mais l'air restant lourd. La police revint, forçant la porte complètement cette fois. Ils ne trouvèrent rien, pas de silhouette, pas de photo, juste les empreintes et une légère odeur. « On va installer des caméras » promit Diaz, mais Léna ne se sentait pas en sécurité. Cette nuit-là, les pleurs revinrent, plus forts que jamais, avec des griffures sur son mur et des murmures à son oreille quand elle essayait de dormir. « Aidez-moi !» Léna. La voix était celle de Paul, elle en était sûre. Les jours passèrent, les caméras enregistrant seulement de la statique pointée sur le 3A. La police n'avait aucune explication, l'affaire devenant plus étrange. Léna commença à voir des ombres dans son champ de vision périphérique, à entendre des pas derrière elle dans le couloir. Un après-midi, elle trouva une nouvelle note sous sa porte, pas la sienne, mais dans cette encre rouge, « Tu es la prochaine ». Elle la lâcha, les mains tremblantes, et rappela Monsieur Hargrove. « Il faut que ça s'arrête. Quelque chose est dans le 3A, et ça me veut. » Monsieur Hargrove arriva,
le visage pâle. Je ne voulais pas le dire, mais Paul Decker n'était pas le premier. D'autres ont disparu de cet appartement au fil des ans. On pensait que c'était une coïncidence, mais peut-être qu'il est maudit. Il lui tendit un vieux registre, listant les locataires depuis les années 1950, chacun parti sans laisser de traces, l'appartement verrouillé après chaque disparition. L'estomac de Lena se noie. Pourquoi le louer alors? Par désespoir, marmonna-t-il. Personne ne reste assez longtemps pour se plaindre. Il partit, promettant de le condamner, mais cette nuit-là, les pleurs étaient dans son appartement. Elle se réveilla pour trouver son miroir barbouillé d'empreintes rouges, son oreiller humide de larmes. L'air était glacial, et une ombre se dressait dans un coin grande, fine, avec des yeux vides. Elle murmura « Aidez-moi » avant de disparaître alors qu'elle hurlait. Le lendemain, elle déménagea à l'hôtel, mais les sons la suivirent. À 2 heures du matin, son téléphone vibra avec un message vocal. Elle l'écouta, le cœur s'arrêtant, c'était de son propre numéro. Le message commença par un silence, puis cette même voix qui pleurait, rauque et brisée, disant « Lena, tu ne peux pas m'abandonner ». La ligne coupa, et dehors, à la fenêtre de l'hôtel, une ombre bougea, l'observant depuis la rue en contrebas. Histoire numéro 2, le fossé dans la cour. Imaginez ceci, vous êtes un retraité vivant dans un quartier tranquille de Tempe, en Arizona, et une nuit, vous surprenez votre nouveau voisin en train de creuser un énorme fossé dans sa cour à 3 heures du matin. C'est ce qui est arrivé à Ed Harper, un veuf de 67 ans qui pensait avoir tout vu. Il devient suspicieux en remarquant des lumières qui clignotent et des bourdonnements étranges venant de la propriété du voisin. Le voisin porte toujours des gants, n'a jamais de visiteurs et ne parle jamais. Une nuit, Ed observe depuis sa fenêtre de grenier et voit l'homme descendre quelque chose enveloppé dans un tissu dans le trou. Le lendemain, il appelle la police, mais il ne trouve rien. Puis, Ed reçoit un paquet sans marque avec une note disant « Tu as trop vu. Maintenant, repose-toi ». Voulez-vous savoir ce qui se passe quand un deuxième fossé commence à apparaître dans sa propre cour pendant la nuit? Entrons dans l'histoire. C'était le 2 juin 2025, et la chaleur de l'Arizona persistait même la nuit, l'air épais et collant dans la banlieue de Tempe. Ed Harper vivait dans une maison modeste d'un étage sur Cactus Lane, une rue calme bordée de pelouses soignées et de cactus saguaro. Sa maison était comme une capsule temporelle, rideaux floraux délavés, un fauteuil à bascule grinçant, et un frigo rempli de restes depuis le décès de sa femme, Margaret, il y a 3 ans. Ed, un homme maigre avec une barbe blanche et des yeux bleus fatigués, passait ses journées à entretenir son petit jardin et à regarder de vieux westerns. Le quartier était paisible, le genre d'endroit où les gens se saluent, sauf pour le nouveau venu à côté, au 214 Cactus Lane. Le voisin avait emménagé un mois plus tôt, un homme grand et décharné dans la quarantaine avec des joues creuses et un air renfrogné permanent. Ed n'avait jamais eu son nom, il n'avait même pas vu de camion de déménagement. L'homme était apparu du jour au lendemain, toujours vêtu de manches longues, d'un chapeau à large bord et de gants de cuir noir, même par 38 degrés. Il ne parlait jamais, ne faisait jamais un signe, et n'avait jamais de visiteurs. Sa maison était sombre la plupart du temps, les stores toujours baissés, mais la nuit, des choses étranges commençaient à se produire. Tout a commencé un mercredi soir. Ed se réveilla à 3 heures, la gorge sèche, se traînant jusqu'à la cuisine pour prendre de l'eau. Il jeta un coup d'œil par la fenêtre donnant sur la cour du voisin et se figea. Il était là, le voisin, en train de creuser. Un grand fossé, peut-être 6 pieds de large, prenait forme sous la faible lueur d'une lanterne. L'homme travaillait vite, sa pelle tranchant le sol sec du désert, la sueur brillant sur son visage pâle. Ed se frotta les yeux, pensant rêver, mais le rythme régulier clac-clac de la pelle le garda figé. « Qu'est-ce qu'il fabrique à cette heure » marmonna-t-il, observant quelques minutes avant de retourner se coucher, l'image gravée dans son esprit. La nuit suivante, ça recommença. Ed régla son alarme à 3 heures, la curiosité le rongeant, et regarda par la fenêtre. Le voisin était là, creusant plus profondément, le fossé devenant une gueule sombre dans la cour. Mais cette fois, Ed remarqua autre chose, des lumières clignotantes, comme des lucioles, dansant autour du trou. Ce n'étaient pas des insectes, elles pulsaient en un motif, bleu et vert, projetant une lueur étrange sur le visage du voisin. Puis vint le bourdonnement, un grondement électrique bas qui vibrait dans l'air, faisant frissonner la peau d'Ed. Le voisin ne semblait pas s'en apercevoir, ses mains gantées bougeant mécaniquement, la terre s'amoncelant à côté. Les jours se transformèrent en une semaine, et Ed devint obsédé. Il commença à observer chaque nuit, notant la routine du voisin. Toujours à 3 heures,
toujours seul, toujours avec ses gants. Le fossé devenait plus profond, plus large, les lumières clignotaient plus fort, le bourdonnement plus intense. Ed tenta de l'approcher en journée, mais le voisin était un fantôme, jamais dehors, jamais de réponse à la porte. Ed laissa même un panier de bienvenue avec des biscuits sur le porche, mais il resta intact pendant des jours jusqu'à ce qu'il le reprenne, les biscuits rassis. Un matin, Ed prit son courage à deux mains pour parler à une autre voisine, Madame Lopez, une femme bavarde qui vivait de l'autre côté de la rue. « Vous avez vu le nouveau au 214 » demanda-t-il, s'appuyant sur sa clôture tandis qu'elle arrosait ses roses. Elle fronça les sourcils, les yeux allant vers la maison. « Oui, mais il est bizarre. Il ne dit jamais bonjour, ne sourit jamais. J'ai vu qu'il portait de grands sacs noirs dans son garage la semaine dernière, il semblait lourd. Et ses lumières la nuit, ça me donne la chair de poule. » Elle frissonna, malgré la chaleur matinale. « Vous entendez ce bourdonnement ?» Ed hocha la tête, l'estomac noué. Chaque nuit. Et il creuse un fossé dans sa cour. À 3 heures. Les yeux de Madame Lopez s'écarquillèrent. Un fossé? Pourquoi? Vous pensez qu'il enterre quelque chose? Je ne sais pas, dit Ed, mais ce n'est pas normal. Il décida de garder un œil plus attentif, installant une chaise près de la fenêtre, une vieille paire de jumelles à portée de main. Il se sentait comme un vieux curieux, mais l'inquiétude dans ses tripes ne le laissait pas en paix. Ce vendredi soir, Ed observa à nouveau, les jumelles collées au visage. Le voisin était au fossé, la lanterne projetant de longues ombres. Les lumières clignotaient plus vite, le bourdonnement si fort qu'Ed le sentait dans ses dents. Puis le voisin arrêta de creuser, s'essuyant le front, et tira quelque chose d'une bâche à côté. Un grand paquet enveloppé dans un tissu, attaché avec une corde. Il semblait lourd, la forme humaine. Le cœur d'Ed s'emballa alors qu'il descendait le paquet dans le fossé, le tissu accroché à une pierre révélant une main pâle et sans vie pendante. Ed lâcha les jumelles, le souffle court. « Mon Dieu » murmura-t-il, reculant en trébuchant. Le voisin se figea, la tête se tournant vers la fenêtre d'Ed, ses yeux brillant dans l'obscurité comme ceux d'un prédateur. Ed se baissa, le cœur battant, et resta caché jusqu'à entendre l'appel reprendre. Le lendemain matin, Ed appela le département de police de Tampa, les mains tremblantes en composant le numéro. « J'ai vu mon voisin enterrer quelque chose dans sa cour hier soir, dit-il, la voix tendue. On dirait un corps. Il faut vérifier. » Un agent arriva 1 heure plus tard, l'agent Ramirez, un homme aux larges épaules avec un air sceptique. Ed le guida jusqu'à la clôture, pointant le fossé, maintenant couvert d'une bâche alourdie de pierre. Il creusait là toutes les nuits. J'ai vu qu'il mettait quelque chose dedans, un paquet avec une main qui dépassait. Ramirez hocha la tête, prenant des notes, et appela des renforts. 2 autres agents arrivèrent, et ils frappèrent à la porte du voisin. Pas de réponse. Ils forcèrent l'entrée, la porte grinçant pour révéler une maison sombre et vide, murs nus, pas de meubles, juste une faible odeur de terre humide. Dans la cour, ils retirèrent la bâche. Le fossé était là, profond et large, mais vide. Pas de paquet, pas de main, juste de la terre meuble et quelques pierres. Ramirez se tourna vers Ed, le front plissé. « Vous êtes sûr de ce que vous avez vu ?»« Je sais ce que j'ai vu, insista Ed, la voix montant. Il a enterré quelque chose hier soir. Je le jure. » Les agents fouillèrent la propriété mais ne trouvèrent rien, pas de signe de lutte, pas de sang, pas de tissu. « On va le surveiller, dit Ramirez, mais Ed sentait qu'il n'était pas convaincu. Ils partirent, et Ed resta dans sa cour, fixant le fossé, le bourdonnement encore faible dans ses oreilles. Cette nuit-là, Ed ne put dormir. Il s'assit près de la fenêtre, les jumelles oubliées, l'esprit repassant la main pâle, les yeux brillants du voisin. À 3 heures, le creusement ne commença pas, mais les lumières clignotèrent dans la cour du voisin, plus vives que jamais, le bourdonnement un grognement bas. Le téléphone d'Ed vibra sur la table, le faisant sursauter une notification de livraison. Il n'avait rien commandé. Fronçant les sourcils, il se traîna jusqu'à son porche, trouvant un paquet sans marque, une petite boîte en carton sans étiquette. À l'intérieur, une note écrite à l'encre noire irrégulière. « Tu as trop vu. Maintenant, repose-toi. » En dessous, un gant noir identique à celui du voisin, encore chaud au toucher. Ed lâcha la boîte, le cœur battant. Il rappela la police, mais quand ils arrivèrent, le paquet avait disparu évanoui, comme s'il n'avait jamais été là. Ramirez le regarda comme s'il perdait la tête. « Monsieur, vous êtes sûr que ça va? Peut-être prenez un peu de repos. »
Ed ne discuta pas, mais il savait ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti. Le voisin l'observait, il le sentait. Le lendemain, Ed tenta de se distraire, arrosant son jardin, mais ses yeux revenaient sans cesse vers le 214. Les stores du voisin restaient baissés, la maison silencieuse, mais l'air semblait lourd, chargé de quelque chose de sombre. Cette nuit-là, il veilla à nouveau, une batte de baseball à côté, la fenêtre entr'ouverte. À 3 heures, les lumières clignotèrent, le bourdonnement revint, et puis il entendit un faible clac-clac, mais ce n'était pas de la cour du voisin. C'était la sienne. Ed trébucha jusqu'à sa porte arrière, la lampe torche tremblant dans sa main. Sous la lumière de la lune, il le vit, un deuxième fossé, plus petit mais en expansion, juste au milieu de sa cour. De la terre était empilée à côté, fraîche et meuble, comme si quelqu'un venait de commencer à creuser. Des empreintes encerclaient le trou, trop grandes pour être les siennes, menant à la clôture et disparaissant dans la propriété du voisin. Le sang d'Ed se glaça, les mots de la note résonnant dans sa tête. « Maintenant, repose-toi ». Il se retourna, le faisceau de la lampe captant une ombre à la clôture grande, décharnée, des mains gantées agrippant le bois, des yeux brillants dans l'obscurité, l'observant. Histoire numéro 3 derrière le rideau. Imaginez ceci. Vous vivez dans un duplex isolé en Ohio rural, et chaque nuit, vous voyez votre voisin âgé vous fixer par sa fenêtre, complètement immobile. C'est ce qui est arrivé à Claire Evans, une mère célibataire de 34 ans qui a déménagé à la campagne pour un nouveau départ. Au début, elle pense qu'il est juste solitaire, mais la silhouette ne cligne jamais des yeux, ne bouge jamais, même quand elle fait un signe. Puis des choses étranges commencent à se produire, sa porte déverrouillée, de la nourriture qui disparaît, son chien refusant d'entrer dans le salon. Quand elle signale enfin ça, la police fait une visite de contrôle et trouve le voisin mort depuis plus de 3 semaines. Mais chaque nuit depuis, la même silhouette apparaît encore derrière le rideau. Voulez-vous savoir ce qui se passe quand Claire tente de l'enregistrer, pour voir son propre visage la fixer dans la vidéo? Plongeons dans l'histoire. C'était le 10 septembre 2025, et l'air en Ohio rural portait un froid humide, le genre qui s'infiltre dans vos os après le coucher du soleil. Claire Evans avait emménagé dans la partie gauche d'un duplex usé sur Miller Road, une étendue solitaire de terres agricoles entourée de champs de maïs et d'arbres squelettiques. La maison était vieille, avec des planchers qui craquaient et du papier peint qui se décollait, mais c'était abordable, et Claire avait besoin d'une pause après son divorce tumultueux. Elle vivait avec son fils de 6 ans, Tommy, et leur golden retriever, Max, espérant que le calme les aiderait à guérir. La partie droite du duplex appartenait à monsieur Harold Grayson, un homme âgé dans la fin de la septantaine qui se tenait à l'écart. Claire l'avait rencontré une fois, un bref bonjour à son arrivée, ses yeux gris perçants mais son sourire faible. Les ennuis ont commencé sa 3e nuit. Claire bordait Tommy dans sa chambre, donnant sur le côté du voisin, quand elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il était là, monsieur Grayson, debout à sa fenêtre, la fixant droit dans les yeux. Son visage était pâle, presque fantomatique sous la lune, et il ne bougeait pas d'un pouce. Pas de clignement, pas de signe, juste un regard figé. Bizarre, marmonna-t-elle, tirant les rideaux. Elle pensa qu'il était solitaire, peut-être vérifiant les nouveaux arrivants, et n'y pensa pas plus. Mais la nuit suivante, ça recommença. Même heure, vers 22 heures, même regard immobile. Claire fit un signe, forçant un sourire, mais il ne réagit pas. Ses yeux semblaient transpercer la vitre, sans cligner, comme une statue. Elle frissonna, se disant que c'était juste une manie d'un vieil homme, et alla se coucher. Tommy dormait profondément, Max roulait en boule au pied de son lit, mais Claire se réveilla à 2 heures à un léger craquement. Elle vérifia la maison, porte d'entrée verrouillée, fenêtre fermée, mais quelque chose clochait. L'air était plus froid, plus lourd, et Max gémit, la queue entre les jambes. La 4e nuit, Claire était sur les nerfs. Le regard continuait, la silhouette de monsieur Grayson, un garde silencieux derrière son rideau. Elle essaya de frapper à sa porte le lendemain, un plat de biscuits à la main. Pas de réponse, juste le silence à l'intérieur. Peut-être qu'il est dur d'oreille, pensa-t-elle, laissant les biscuits sur le seuil. Cette nuit-là, le regard était pire, son visage plus près de la fenêtre, le rideau tiré juste assez pour montrer ses yeux creux. Claire fit à nouveau un signe, cria « Hé, monsieur Grayson !» Rien. Elle prit son téléphone, prenant une photo, mais l'image était floue, son visage une tache d'ombre. Puis les choses étranges commencèrent. Un matin, Claire trouva sa porte d'entrée déverrouillée, bien qu'elle jurât l'avoir fermée. Son comptoir de cuisine manquait un pain, des miettes éparpillées comme si quelqu'un avait mangé à la hâte.
Max grogna dans le salon, refusant d'entrer, les poils hérissés. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon garçon ?» demanda-t-elle, le caressant, mais il recula, gémissant. Elle vérifia la pièce, rien de déplacé. Pourtant l'air semblait épais, comme si quelqu'un y était passé. Cette nuit-là, le regard revint, et Claire jura voir un mouvement derrière M. Grayson, une forme plus sombre dans la pièce. Une semaine plus tard, les choses devinrent plus effrayantes. Le lait de Claire tourna en une nuit, bien que le carton soit scellé. Sa télé s'alluma seule, un grésillement strident jusqu'à ce qu'elle la débranche. Tommy commença à parler de l'homme à la fenêtre, disant qu'il le regardait jouer avec ses jouets. « Il ne parle pas, maman, dit Tommy, la voix petite. » L'estomac de Claire se serra. Elle appela son amie Lisa, une femme pragmatique vivant à 1 heure de là. « C'est probablement rien, dit Lisa au téléphone, mais installe une caméra si ça te gêne. » Claire acheta une caméra de sécurité bon marché, la plaçant près de la fenêtre donnant sur le côté de M. Grayson. Elle regarda les images le lendemain, rien que de la statique de 22h à minuit, puis une prise nette de l'ancien fixant, immobile, pendant des heures. Pas de clignement, pas de mouvement, juste ce regard inquiétant. Elle zooma, remarquant que sa peau semblait cireuse, anormale, comme un masque. « Ce n'est pas normal, murmura-t-elle, les mains tremblantes. » Cette nuit-là, elle entendit des pas dans le couloir, légers, délibérés, et trouva sa porte de chambre entr'ouverte, bien qu'elle l'ait fermée. Max aboya furieusement, les yeux fixés sur le salon. Le lendemain, Claire n'en pouvait plus. Elle appela le bureau du shérif local à Millersburg, la voix tremblante. « Mon voisin me fixe chaque nuit, et des choses bizarres se passent, porte déverrouillée, nourriture qui disparaît, mon chien est effrayé. Pouvez-vous vérifier ?» Le député Carter, un homme costaud au visage gentil, arriva dans l'heure. Il frappa à la porte de M. Grayson, attendit, puis utilisa une clé de rechange du propriétaire. « Restez ici, dit-il à Claire, entrant. » Quelques minutes plus tard, Carter ressortit, le visage blême. « Madame, il est mort. Ça fait au moins 3 semaines. On dirait une mort naturelle, mais le coroner confirmera. » Les jambes de Claire flageolèrent. 3 semaines. Mais je l'ai vu chaque nuit. Carter fronça les sourcils, la guidant à l'intérieur. Le salon sentait la décomposition, M. Grayson affalé dans un fauteuil, la peau grise et creusée, les yeux ouverts mais sans vie. Des mouches bourdonnaient autour, et un plat de ses biscuits, moisis, reposait intact sur la table. « Comment est-ce possible ?» balbutia-t-elle. Carter secoua la tête. « Peut-être avez-vous vu quelqu'un d'autre, ou votre esprit vous joue des tours. On va enquêter. » Ils fouillèrent la maison, pas de traces d'intrus, juste de la poussière et de la négligence. La fenêtre où elle l'avait vu était verrouillée, le rideau immobile. Pourtant Claire se sentait observée. Cette nuit-là, malgré le corps enlevé, la silhouette revint à 22h, même figure immobile, même regard fixe, derrière le rideau. Claire dormit à peine, l'image la hantant. Le lendemain, elle nettoya la maison, essayant d'effacer l'inconfort. Mais les événements étranges continuèrent, ses clés de voiture déplacées dans l'évier de la cuisine, un endroit froid dans la chambre de Tommy, Max grognant contre des ombres. Elle appela un prêtre, le père Daniels, un homme doux avec un tic nerveux. Il bénit la maison, aspergeant d'eau bénite, mais en partant, il murmura « Cet endroit semble mauvais. Soyez prudente. » Cette nuit-là, la figure était de retour, et Claire entendit un murmure à travers le mur « Aidez-moi » dans une voix qui n'était pas celle de M. Grayson. Les jours devinrent une semaine. La police ne trouva aucune preuve d'effraction ou de jeu sale, déclarant la mort de M. Grayson naturelle. Mais la silhouette persista, sa présence s'intensifiant. Le miroir de Claire s'embua sans chaleur, des mots se formant « Tu es à moi ». Son téléphone sonna avec des numéros inconnus, des appels remplis de parasites se terminant par ce même murmure. Tommy cessa de dormir dans sa chambre, se blottissant dans son lit, marmonnant sur l'homme sans yeux. Max refusa de manger, sa fourrure tombant par touffes, ses yeux rouges et apeurés. Désespérée, Claire installa plus de caméras, des modèles à vision nocturne, pointés sur la fenêtre du voisin et la sienne. Elle veilla, regardant le flux en direct sur son ordinateur portable. À 22h, la figure apparut, une forme sombre derrière le rideau, immobile comme toujours. Elle zooma, le souffle coupé, le visage était sans trait, une ardoise vierge là où les yeux et la bouche auraient dû être. Le bourdonnement de ses haut-parleurs augmenta, et la caméra bégaya, la statique avalant l'image. Elle la réinitialisa,
le cœur battant, et attendit. Le lendemain matin, elle passa en revue les images. La première caméra, visant le côté du voisin, montra de la statique jusqu'à 22 heures, puis la silhouette immobile, inquiétante, mais sans visage. La deuxième caméra, dans son salon, captura quelque chose de pire. À 2 heures, l'objectif se fixa sur sa forme endormie, puis pivota vers la fenêtre. Le rideau bougea, et elle était là, la même figure, mais en tournant, le visage s'éclaircit, et c'était le sien. Les propres yeux de Claire la fixaient, vides et creux, un sourire tordu se formant avant que la vidéo ne coupe. Elle lâcha l'ordinateur, son cri réveillant Tommy. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» pleura-t-il, s'accrochant à elle. Elle le serra fort, l'esprit en ébullition. La police ne croirait pas ça, et le père Daniel s'était parti pour la semaine. Cette nuit-là, elle s'arma d'un couteau de cuisine, les caméras tournant. À 22 heures, la figure apparut, son visage maintenant une fixture permanente à la fenêtre. Le murmure revint « Aidez-moi », mais c'était sa voix, résonnant dans sa tête. Elle leva le couteau, prête à l'affronter, quand l'électricité s'éteignit, plongeant la maison dans l'obscurité. Une main froide effleura son épaule, et un second murmure suivit « Tu es la prochaine ». Le lendemain, elle prépara un sac, planifiant de partir avec Tommy et Max. Mais en chargeant la voiture, elle regarda en arrière, le rideau bougea, son visage la fixant, sans cligner. La porte d'entrée grinça seule, et à l'intérieur, elle vit des empreintes menant à sa chambre, trop petites pour être les siennes ou celles de Tommy. Cette nuit-là, dans un motel à 1 heure de là, les caméras laissées derrière envoyèrent une alerte. Elle ouvrit l'application, et c'était là son visage derrière le rideau, observant une maison vide, tandis qu'une nouvelle silhouette se formait derrière, sans trait et en attente.